Oui, Hervé, tu fais de la philosophie. Oui, j'aime bien la philosophie. J'aime bien aussi l'agronomie. Et imaginez-vous que les travaux qu'ont réalisés scientifiquement tous ces chercheurs dans le sud marocain ont été repris de façon assez intensive par le pays, ce grand pays qu'est la Chine. Et qu'aujourd'hui, fort de tous ces savoirs, ils ont conçu des systèmes qui permettent en une quinzaine d'années de transformer un désert en une vaste forêt. Et qu'au moment même où nous parlons, se termine la saison de plantation des arbres dans le désert de Gobi. Ils ont embauché 80 000 personnes. 80 000 personnes pour la saison, pour l'hiver, pour y planter des arbres et une surface grande comme, dit-on, l'Angleterre. Dans un désert de dunes et de sable où les 50 degrés frisent avec le manque d'eau, et ils font tout cela sans irrigation. Tout au plus se contentent-ils de récupérer dans quelques petites rigoles la pluie des quelques mètres carrés qui peut tomber une fois de temps en temps, et que s'il pleut que 150 mm d'eau par an, en rassemblant l'eau de 4 ou 5 mètres carrés en un seul mètre carré, à cet endroit précis, pour peu qu'il y ait un petit peu de plantes, de bois qui puissent se décomposer, va pousser des arbres, va pousser un arbre, ou peut-être qu'une plantule, qui pourra vivre avec 4 fois, puisque ça récolte l'eau de 4 mètres carrés sur 1 mètre carré, avec 4 fois l'eau de 150 litres par an, donc 600 litres par an, 600 mm. Et qu'avec 600 mm d'eau, déjà, on peut imaginer faire pousser une forêt, qui poussera de façon temporaire, peut-être que pendant les saisons des pluies, les premières années, mais chaque fois qu'on les aura trognés, chaque fois qu'on les aura coupés, chaque fois qu'on aura émondé, comme le font ces femmes dans le désert du Sahara, chaque fois qu'on aura coupé les branches de tous ces arbres pionniers qui arriveront là, un peu plus de matière, un peu plus de bois dans le sol se transformera en humus, et cet humus commencera à retenir un petit peu d'eau. À peine un peu les premières années, car la végétation n'aura pas beaucoup poussé, un petit peu plus la deuxième année, et encore plus la troisième année. Au bout de 5 ou 6 ans, ça commencera déjà à ressembler à une lande, à une broussaille, lande de broussailles, où de temps en temps, des petits bosquets de végétation variée auront appris à évoluer ensemble. Et continuellement, chaque année, des hommes et des femmes passeront là pour émonder, pour étêter, pour couper tout ce qui aura beaucoup poussé, de façon à ce que dans le sol, beaucoup de racines et beaucoup de plantules et beaucoup de bois puissent aussi se former et puis mourir aussi et se décomposer. Et que dans ce cycle, qui d'année après année va aller en s'amplifiant, 15 ans après, il y aura quelque chose qui ressemblera déjà à une forêt. Ça fait plus de 40 ans qu'ils ont commencé à faire ces choses-là dans le désert de Gobi et également en Mandchourie. Il y a eu beaucoup d'hésitations au départ, beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs également. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé une façon de refaire une forêt dans un désert qui ne connaît pas beaucoup d'eau. Et il y a 2 ans, ils ont déjà publié un premier papier qui explique qu'alors que le régime hydrique n'a pas été augmenté, que la pluviométrie n'a pas augmenté, les nappes phréatiques sont déjà remontées. Alors que nous pensions que les arbres pompaient de l'eau, eux ont vérifié l'équation que les arbres génèrent de l'eau qui s'accumule dans les fonds de nos nappes, des nappes phréatiques. C'est juste prodigieux. Vous connaissez tous l'homme qui plantait des arbres, cette fabuleuse fable, roman, nouvelle de Jean Giono, où un homme tout seul va semer quelques glands, va semer quelques graines, va semer quelques poiriers à feuilles d'amandier, et qu'au bout d'un moment, une forêt se développe, et qu'au bout d'un moment,
les sources se mettent à roucouler, et les oiseaux se mettent à revenir, et bien sûr ça roucoule et ça chante, et ça roucoule, et plus ces oiseaux sont là, plus ils vont l'aider à transporter les fruits, à faire que cette forêt puisse de plus en plus se développer. Et qu'en plantant des arbres, mais vous allez me dire, mais nous, nos arbres, ils meurent. Ça marche pas ce truc. Ça marche pas, nos arbres ils meurent par un manque d'eau. On ne peut pas dire que les arbres vont permettre de faire tomber la pluie. Et pourtant si. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de planter des arbres seuls. Il s'agit de planter des écosystèmes entiers dans lesquels plein d'arbres différents, plein de plantes différentes vont apprendre à s'entraider. L'entraide. L'autre loi de la jungle, comme disait Pablo Servigne. J'irai même plus loin. Tous ces arbres, toutes ces plantes, tout ce qui va composer la trame du vivant, tous ces êtres vivants sont tous des êtres infirmes, des êtres faibles, des êtres fragiles, des êtres incapables de vivre seuls, et que dans leur solitude, dans la page blanche qu'ils laissent devant eux, disant, criant tant qu'ils le peuvent, « Je ne peux pas vivre seul, j'ai besoin, moi, châtaignier, j'ai besoin de toi, le petit plant de genêt, pour nourrir les vers de terre qui vont remuer la terre au niveau de mes racines, car toi, le genêt, tu vas pouvoir nourrir le ver de terre. Que moi, le châtaignier, j'ai besoin de toi, le houx, dont les feuilles pleines, les feuilles coriaces, supportant l'air vigoureux et chaud, vont être capables de capter cette eau qui va venir arroser mes racines. Que moi, le châtaignier, j'ai besoin de toi, le prunelier, dont la sève va pouvoir nourrir les champignons du sol d'une façon que l'aridité arrivera à de façon de ces champignons qui arriveront à dépasser l'aridité. Que moi, les châtaigniers, j'ai besoin de tous ces êtres autour de moi, peut-être une vingtaine, peut-être une trentaine, peut-être une soixantaine d'êtres différents, mais ce que sans vous, je ne peux pas vivre. Que la symbiose n'est pas une raison de fort, une raison que de coopération. La symbiose est une question de détresse, une question de faiblesse. Et que parce que tous les êtres sont faibles, ils ont besoin de l'autre pour mieux vivre. Il n'y a que les humains qui pensent que c'est que le plus fort qui gagne. En s'inspirant bien sûr du tigre, du lion ou du loup, du prédateur. Est-ce vraiment le cas? Que notre richesse, c'est peut-être notre faiblesse. Et que parce que j'ose te dire que moi, Hervé, je suis un être faible, je suis malade. J'ai la moitié de mon corps qui, quelquefois, m'abandonne dans des formes de paralysie, que par moments, mon esprit s'effondre dans la dépression, et que pour vivre, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que mon cœur se retrouve gonflé d'un peu plus d'amour, d'un peu plus de lien, d'un peu plus de ce lien qui nous permet de vivre ensemble. Et que si aujourd'hui je continue à aller de salle des fêtes en jardin, de jardin en monastère, de monastère en communauté, de personnes qui parlent transition, changement du monde, métamorphose de notre planète, c'est que c'est peut-être ce que j'ai encore à apporter dans ce monde, juste une vision, juste un espoir que certes la Terre est ronde, mais que nous n'avançons plus de façon très ronde, que le bon sens nous a abandonnés dans des dogmes, dans des fantasmes qui ne disent que productivité, qui ne disent que simplicité, qui ne disent que normalité, mais que la vie, c'est bien plus que cela.
Et aujourd'hui, je bénis, et c'est le bon terme, je bénis, ce qui veut dire je dis du bien de tous ces jeunes, de toutes ces personnes, ces jeunes et ces moins jeunes d'ailleurs, qui plantent dans leur jardin une grande diversité de plantes, qui essaient de concevoir de nouveaux écosystèmes, de faire vivre ensemble d'autres plantes, et qu'en ces lieux-là, précisément, les plantes apprennent à vivre ensemble, apprennent à échanger toutes leurs difficultés, et que si un beau matin, un arbre vient à mourir dans ce jardin, dans le bois qui va se décomposer, un autre arbre va pouvoir pousser un petit peu plus que le premier, un petit peu mieux parce qu'il aura à sa disposition tout ce que le premier arbre aura déjà métabolisé, aura déjà créé, aura déjà apporté, et que de cycle en cycle, de vie en mort, le monde peut évoluer. Un monde plein de beauté, un monde plein de diversité. Elle est là, me semble-t-il, la grande richesse de notre monde, pour ceux qui sont capables d'assumer leurs faiblesses. Mais encore, dans cette narration des choses, on peut avoir l'impression que c'est encore les humains qui sont la clé du problème. Et que par nos actions, à planter simultanément de plus en plus de choses et à entretenir ces lieux de diverses façons qu'il nous faut peut-être encore inventer pour que, ici, à la Croisille-sur-Briance, on trouve une façon de vivre demain dans des écosystèmes qui s'effondrent aujourd'hui, mais dont de nouveaux écosystèmes arrivent derrière. Et il s'agit maintenant de réfléchir à la façon dont tous ces écosystèmes vont s'adapter, vont évoluer. Et encore, allons voir ce qui se passe du côté du sud marocain, à Ouarzazate même, où dans la cité qui est en ruine par endroits, viennent nicher des cigognes. Des cigognes qui ont passé l'hiver bien plus au sud, dans la zone sahélienne, des cigognes qui franchissent le Sahara et qui ensuite arrivent à remonter de plus en plus jusque dans nos secteurs. J'ai entendu dire qu'à Meillard, cet automne, des cigognes s'étaient posées. Des cigognes et d'autres grands voiliers, d'autres grands oiseaux, petits oiseaux migrateurs, qui viennent du sud, qui passent par Ouarzazate. Et qu'à Ouarzazate, c'est très très important que ça chante l'oiseau dans leur jardin, dans leur lieu de vie, que la part qui est offerte aux oiseaux est une part qui pourrait nous paraître déraisonnable. Vous voyez, nous, quand on cultive des vignes, on les cultive au niveau du sol et quelquefois on y met des filets pour pas que les oiseaux viennent grappiller trop de raisins. Eux, non seulement ils mettent leurs vignes au sol, mais certaines, ils les laissent s'ensauvager et remonter jusqu'à la cime des grands arbres en plein soleil, et de là abondamment fructifier, quelquefois fructifier plus en hauteur qu'en bas, et tout ça uniquement pour nourrir les oiseaux. Que la part des oiseaux doit être prépondérante dans un monde qui est en difficulté, dans un monde qui évolue. Pourquoi de tout temps, depuis que le Sahara a commencé à se former il y a à peu près 8000 ans, pourquoi est-ce que les populations qui vivent là-bas ont toujours apporté autant d'attention aux oiseaux migrateurs qui pourtant ne font que passer, en leur apportant des fruits au moment de leur migration, de façon à ce qu'ils viennent s'y arrêter? Ça aussi, la science nous éclaire d'une étrange façon et nous explique qu'avec le réchauffement, tous les écosystèmes de la Terre sont en train de migrer vers le nord. Et que si aujourd'hui, à la Croisée-sur-Briance, on a encore un climat bien limousin, il semblerait que d'ici 2050, ce n'est pas très loin, on ait ici un climat qui ressemble beaucoup à ce qui se passe à Toulouse aujourd'hui.
Et qu'à Brive, qui n'est pourtant qu'à quelques dizaines de kilomètres d'ici, peut-être déjà un petit peu plus chaud et un petit peu plus aride, on parle de riante porte du Midi, cette riante porte ressemblera vraisemblablement à ce qu'il y a à Barcelone aujourd'hui. Mais on n'a pas la végétation de Barcelone chez nous. Et ici, il n'y a pas la végétation de Toulouse. Et la végétation, c'est une chose, mais la vie du sol. Avez-vous conscience que 95% de la biodiversité, de ce qui s'effondre à grande vitesse aujourd'hui, 95% de la biodiversité, ce sont toutes les bestioles, les animalcules, les bactéries, les champignons, les êtres microscopiques qui se trouvent dans le sol, dans la terre, dans l'humus, dans la terre lorsqu'elle est bien vivante. Et que si je plante des orangers, si je plante des agrumes, si je plante des aziminiers, si je plante toute une série de plantes qui semblent mieux adaptées à une plus grande aridité, ça ne poussera pas si je n'ai pas avec tout le cortège de champignons, de bactéries, tout le microbiote qui est associé à ces plantes-là. Et comment est-ce que toutes ces petites bestioles, comment toutes ces bactéries, comment tous ces champignons font pour venir jusque chez moi? D'une façon très simple. Lorsqu'un merle à Brive, en hiver, je pense au petit merle qui a vécu tout l'hiver dans mon jardin. Quand ce petit merle va repartir, il est déjà reparti d'ailleurs, peut-être un tout petit peu plus en altitude, peut-être que c'est celui qui est arrivé il y a maintenant 10 jours, puisqu'il est parti il y a 10 jours de chez moi, c'est peut-être celui qui il y a 10 jours est arrivé chez vous. Que ce petit merle, avant de partir, il avait rempli son gosier de vers de terre, de petites bestioles qu'il avait mangées pour prendre des forces, faire quelques réserves, pour entamer sa petite migration. Un merle ne fait des migrations que de 100 km, hein, guère plus. Et que ce merle, en arrivant ici, à la Croisie, va se poser sur une branche et son premier petit caca diffusera un petit peu de toute la richesse d'un lieu un petit peu plus au sud, déjà un petit peu mieux adapté à la méditerranéisation de nos territoires et de nos secteurs. Et qu'à chaque migration, tous les oiseaux qui viennent du sud, chacun à sa façon, va apporter un petit peu de toute cette vie microbienne qui vient de plus au sud. Et à l'automne, chaque fois que l'on va revoir les grues passer à travers le ciel, elles signent le démarrage de cette autre migration qui va tous les faire refluer vers les contrées méridionales et ainsi, année après année, remonter, repartir, et à chaque fois enrichir nos secteurs d'un petit peu plus de vie de tous les lieux où ils sont passés. Et que ça, ce petit truc très simple, est peut-être la plus belle façon dont la planète, depuis la nuit des temps, apprend à s'adapter à toutes les mutations, à toutes les évolutions, à toutes les catastrophes, à tous les changements, à tous les cataclysmes, à toutes les épidémies même. La planète constamment s'adapte. Et que cette adaptation, elle va venir de la Terre. Et que si j'ai un peu l'impression que c'est moi, humain, qui devrais arriver à soigner tout ça, à arranger tout ça, à réparer toutes les bêtises que j'ai faites, depuis des millions d'années, les oiseaux savent faire cela et le font en permanence. Vous l'avez compris, pour qu'il y ait des oiseaux, et notamment des oiseaux migrateurs, il faut qu'on ait des jardins pleins de fruits, pleins de nourriture, pleins de vers de terre, des sols très vivants, des forêts variées, quelques zones humides pour qu'ils puissent s'y reposer, pour qu'ils puissent venir y boire, pour qu'ils puissent venir s'y reposer. Il nous faut reconstituer des mares, des landes humides. Il nous faut réfléchir
aux façons d'accueillir un peu plus d'oiseaux. Vous savez, depuis un siècle, les oiseaux migrateurs ont diminué de 90%. Il y a 10 fois moins d'oiseaux qu'il y a un siècle. Donc nos écosystèmes s'adaptent 10 fois plus lentement. Et si, dans le jardin d'Hugo, avec sa petite mare, avec toutes ces plantes, avec tous ces fruits, avec toutes ces choses, ben ce jardin-là, ouvert aux oiseaux, de là va pouvoir naître une nouvelle évolution, une nouvelle façon pour ce territoire de s'adapter au monde qui vient. Juste de se laisser faire de la façon la plus sublime qui est d'accueillir tout ce monde sauvage, tous ces oiseaux qui chantent. Et un beau jour, c'est le rossignol qui viendra sur la plus haute branche du grand poirier qu'il y aura poussé dans le jardin. Et ce petit rossignol, vous savez, 28 grammes, 7000 kilomètres. Il vient des parties les plus arides de la planète et n'aura eu de cesse de voyager et de s'arrêter pas n'importe où, de s'arrêter dans tous les beaux jardins fleuris et nourriciers, car c'est là son terrain de vie, son lieu de prédilection. Et que si vous avez tous de beaux jardins, pleins de fruits et pleins de vie, ils seront l'écrin qui attirera dans ces lieux précis les oiseaux en quête de gîtes et de couverts. Et dans ces petits points-là, la vie reprendra et se répandra dans le reste du territoire. C'est pour ça que je bénis tous ces jeunes qui font ce que je pense être la chose la plus importante et la plus essentielle qu'on ait à faire aujourd'hui, de créer des lieux où la métamorphose s'opère presque indépendamment de ce que l'on fait, simplement parce qu'on y accueille une grande diversité d'êtres venus du Sud qui construisent, reconstruisent, améliorent et adaptent nos écosystèmes. Nous avons besoin de nous ouvrir à toutes ces migrations. Les oiseaux sont le vecteur, sont la façon dont la vie va revenir. C'est peut-être pas pour rien que les cigognes de Ouarzazate sont aussi ces symboles des enfants nouveau-nés, qu'elles apportent les bébés, qu'elles apportent les naissances. Elles sont symboles de fécondité. On dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, mais pourtant, elle le sème. Tous ces oiseaux migrateurs sont des emblèmes de la fécondité de la terre. À nous d'en être conscients, à nous de leur laisser un petit peu plus de place dans nos champs, dans nos jardins et aussi dans nos cœurs. Car pour bien accepter qu'un oiseau vienne manger le gros de mes amélanchiers au printemps, lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'arbres fruitiers, il faut bien que ces oiseaux soient dans le cœur pour qu'on accepte de ne plus manger d'amélanchiers en attendant d'en avoir suffisamment dans son jardin, hein, et de pouvoir laisser, que les oiseaux puissent nous en laisser quelques-uns. Je parle des amélanchiers parce qu'on en a vu de très beaux qui étaient en fleurs là tout à l'heure, enfin qui allaient bientôt fleurir, et que voilà, c'est les premiers fruits, parmi les premiers fruits dont les oiseaux se nourriront. Et vous savez, si les premiers fruits dont les oiseaux se nourrissent se trouvent dans votre jardin, c'est vraisemblablement le lieu qu'ils vont choisir pour y faire leur nid. Dites-vous, si déjà il y a des amélanches, on va pouvoir peut-être trouver plein d'autres choses. Hein, et c'est ça aussi qui est beau avec la vie. C'est que la vie appelle la vie. Et en ayant un petit peu la conscience, le goût, l'attention d'accueillir un petit peu, de nourrir un petit peu tous ces animaux, eh bien les choses se mettent en place.
sans même que l'on s'en rende compte. Ça, c'est ce qui s'est passé dans un désert, à la frontière du Pérou et de la Bolivie. Voyez-vous, on est dans une région d'une immense aridité, où il ne pleut même pas 150 mm par an, il pleut une fois tous les 7 ans, uniquement quand il y a ce truc qu'on appelle El Niño. Et là, 1 ou 2 années avec un peu de pluie, et ensuite plus de pluie. Alors que par moments, on voit quand même de lourds nuages traverser le ciel, mais jamais la pluie ne tombe. Ces lourds nuages signaient pourtant la présence d'humidité dans un endroit pourtant très sec, mais toute cette humidité coincée dans l'air, dans l'atmosphère. Et eux ont trouvé un arbre, une plante là-bas qui, à l'instar du houx chez nous, à l'instar du laurier, à l'instar de toutes ces plantes à feuillage persistant qu'on a dans nos sous-bois, mais ils ont trouvé un arbre là-bas, qui est une légumineuse, qui fixe l'eau et qui donne des petits fruits dont les oiseaux raffolent. Et donc des fous, dont les années 70, se sont mis à le planter, cet arbre, de façon très rationnelle. Un arbre tous les 4 mètres dans un quadrillage de 4 sur 4 qui permet d'avoir 500 arbres à l'hectare, et ça sur d'abord des centaines d'hectares et aujourd'hui des milliers d'hectares. C'est tout ce qu'ils ont fait. Et ce lieu, qui était un désert, vous les connaissez, ces déserts de Bolivie qui sont blancs à perte de vue, où juste de temps en temps, on voit comme une île dans ce désert blanc, une île rocailleuse où quelques cactus arrivent à pousser. Et dans ces lieux, ces plaines blanches, pourtant un petit peu salines, là-dedans, les oiseaux sont venus et ont commencé à y apporter toutes sortes de graines, toutes sortes de micro-organismes aussi, qui fait qu'aujourd'hui, ces forêts sont devenues luxuriantes dans un lieu où pourtant il ne pleut toujours pas. Et que leur fantasme aujourd'hui est de se dire que peut-être, qu'en prenant de plus en plus d'ampleur, cette forêt un jour refera couler des sources dans ce désert qui a vu tous les humains partir, qui a été abandonné de toute forme de vie, et que chez eux, finalement, tout est en train de se régénérer. Il y aura certes fallu 70 ans, ils sont partis de loin, il n'y avait plus aucune forme de vie là-bas. Mais aujourd'hui, grâce à une seule plante, un Torridis, ça s'appelle, grâce à une seule plante, tout est en train de renaître. Une seule plante et des oiseaux qui passent d'un côté à l'autre de la cordillère des Andes. Et ça, pour moi, c'était une découverte, une aventure, une observation tout à fait jubilatoire. Tout peut s'effondrer, tout peut se dessécher, tout peut mal tourner. Il suffit d'une plante pour que tout puisse recommencer. Et vous voyez, on n'est pas seul, c'est toute la Terre qui est là. Et que si nous, on s'imagine qu'avec notre science, avec nos connaissances, avec notre énergie, avec notre capacité à inventer, à penser, à réfléchir à ce que le monde pourrait être, la nature, elle le fait, toute seule, à son rythme, à sa façon. Ça fait des milliards d'années que la vie existe sur Terre. Il semblerait que déjà d'immenses catastrophes aient tout effacé. Et pourtant, à chaque fois, ça a recommencé avec encore plus de vie, avec encore plus de diversité, avec encore plus de tout. Pourquoi cette aventure devrait se terminer? Je fais plus confiance à la nature que je fais confiance aux humains aujourd'hui. De cette aridité-là de nos cœurs
à ne pas accepter notre faiblesse et notre incapacité à pouvoir réparer toutes les bêtises que nous avons faites, et que c'est pourtant dans cette incapacité-là que pourra émerger la possibilité de tout recommencer, car ça, dans les faiblesses de tous les êtres vivants, dans toutes ces faiblesses qui se partagent entre êtres vivants, peut naître en permanence une symbiose, une coopération, une nouvelle façon de vivre ensemble. C'est vraiment ça qu'il nous faut explorer. Et si vous avez encore quelques ronces qui vous agacent, quelques broussailles qui vous empêchent de dormir, imaginez-vous que dans un désert, c'est beau les déserts, on peut être heureux d'y vivre. Hein? Mais aujourd'hui, on peut aussi choisir de vivre dans un désert ou de laisser la nature là où elle est en train d'évoluer, de la laisser avancer. Et que finalement, nous, on n'a pas grand-chose à faire, peut-être juste à la regarder. Et je ne peux que vous encourager à aller vous balader sur tous les territoires d'ici et de toutes les communes autour, mais baladez-vous à pied, en regardant tous les endroits où la nature peut émerger de façon quelquefois un peu surprenante dans une incroyable verdeur, dans une incroyable fécondité, dans une incroyable diversité. Et que des endroits comme ça, il y en a un petit peu partout ici. Mais qu'il faut que vous appreniez à l'observer, à le regarder, à le contempler, à le discerner, à voir quelles sont les plantes qui sont là, à vous en inspirer peut-être. Mais qu'il va nous falloir à tous passer de plus en plus de temps dans la nature, côte à côte, sur les mêmes chemins, à observer, côte à côte, à s'observer mutuellement, à mieux se connaître, à mieux se comprendre, et peut-être un jour à mieux s'aimer. Mais à s'aimer en frère et en sœur, pas à s'aimer à la façon tyrannique dont moi je voudrais t'apprendre comment tu dois aimer. Moi je voudrais que tu te comportes comme ça et pas autrement. Non, non, non. À laisser émerger de cette diversité, de cette altérité, laisser émerger quelque chose qui dise mieux l'amour. Et peut-être qu'enfin, un jour, nous apprendrons à mieux nous aimer.